Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live dans la peau d'un correcteur de l'épreuve de mathématiques du CRPE. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir. On va passer une grosse heure ensemble et puis commençons par le commencement. Je me présente, je suis Louis Well, professeur de mathématiques. Je suis enseignant au lycée et je suis le formateur de la préparation objectif CRPE pour le côté mathématique, vous vous en doutez. Voilà, ce soir, on va s'intéresser à une épreuve bien particulière, l'épreuve de la session 2018 de l'an dernier, hein, et puis le groupement, vous savez qu'il y a plusieurs groupements, c'est le groupement numéro 2. On va s'intéresser du coup à cette annale et on va regarder ensemble la copie d'une élève. L'objectif étant d'essayer ce soir que vous compreniez quelles sont les attentes de votre correcteur lorsqu'il va recevoir votre copie et qu'il va la corriger. Alors ce soir, on s'intéresse du coup à cette épreuve du groupement 2. Comme d'habitude, vous voyez le sujet, hein, c'est la bonne vieille épreuve du CRPE. Donc c'est 3 parties, hein, avec 2 premières parties mathématiques. La première partie, le problème, puis la deuxième partie, 4 exercices, et enfin la dernière partie de didactique avec un barème qui est toujours le même, hein, 13, 13, puis 14 points pour la dernière partie. Vous le savez, et on sera attentif à ça pendant la correction, le correcteur peut enlever jusqu'à 5 points au maximum s'il considère que l'orthographe, la présentation, la syntaxe, mais aussi les notations mathématiques ne sont pas utilisées avec suffisamment de rigueur. La note globale éliminatoire, ça c'est vrai pour le français et pour les mathématiques, hein, une note égale ou inférieure à 10, c'est éliminatoire, c'est-à-dire qu'on estime que sur 40 points, si vous n'obtenez pas le quart des points, que ce soit en mathématiques ou en français, vous ne pourrez pas, quelle que soit l'autre note, hein, dans l'autre épreuve d'admissibilité, vous ne pourrez pas prétendre à aller passer les oraux. Sur ce sujet, on nous rappelle, comme toujours, hein, que la calculatrice, évidemment, est autorisée pendant cette épreuve. L'usage de la calculatrice électronique de poche à fonctionnement autonome sans imprimante est autorisé, c'est-à-dire à peu près n'importe quelle calculatrice de type collège, de type comptable, de type lycée, quel que soit tant qu'il n'y a pas d'imprimante intégrée, vous pouvez utiliser cette calculatrice. Alors, on va faire défiler cette épreuve et on va corriger l'épreuve de la copie de notre candidate dans l'ordre, première, puis deuxième, puis troisième partie, puisque c'est comme ça qu'elle a présenté sa copie. On découvre ensemble, avant de découvrir le sujet, on va découvrir avant la copie de l'élève. Voilà comment vous voyez que cette copie, hein, c'est une copie officielle, hein, c'est une copie qui a été traitée par une de nos élèves d'objectif CRPE l'an dernier et elle a obtenu la note de 21,75 sur 40. On va essayer de comprendre pourquoi elle a cette note moyenne, pas pour dire que c'est une note qui a une valeur moyenne, hein, mais qui est dans la moyenne, puisque c'est à peu près la note moyenne, mais aussi la note médiane des candidats au CRPE, hein, autour de 21 points sur 40. Alors, le correcteur, ce qu'il va faire dans un premier temps, hein, c'est d'abord de regarder la copie dans son ensemble pour avoir une idée globale. Et il va essentiellement regarder la forme. Alors, on voit que cette candidate a écrit dans une graphie claire, tout à fait lisible, qu'il semblerait que les parties soient bien mises en avant, en tout cas, hein, le partie A, partie B soulignée, que les résultats, il semblerait, soient aussi encadrés et que cette copie a l'air, en tout cas dans sa forme, d'être une bonne copie, hein, puisque tout à fait lisible et même, je dirais plus, agréable à lire. Et ça, sachez que le jour du concours, c'est vraiment un point important, évidemment, que
vous soyez attentif à votre graphie, attentif à la qualité, à la forme de votre copie, puisque un correcteur qui va corriger non pas que votre copie, mais qui va corriger plusieurs dizaines, voire une centaine de copies, hein, eh bien, va finalement être assez attentif à ça et vos même si ça apparaîtra pas dans le barème, question par question, évidemment qu'une copie bien architecturée, avec une forme soignée, eh bien, sera valorisée par rapport à une autre copie. On finit de balayer la copie, on voit bien qu'on arrive à la troisième partie, à la partie didactique, hein, avec des paragraphes plus rédigés, hein, bien caractéristiques de cette troisième partie. Donc voilà, une copie de 10 pages. Vous voyez en bas à droite, hein, la numérotation qui est exigée, évidemment, le nombre de copies totales et puis le numéro de la copie en cours. Alors, on revient à la première page et puis on va regarder un petit peu ensemble le sujet. Vous pouvez évidemment télécharger le sujet. Ce que je vous conseille de faire, télécharger le sujet et de l'ouvrir en parallèle du visionnage de ce live pour essayer qu'on suive ensemble bien clairement ce qui est en train de se passer. J'espère que vous avez peut-être même pu consulter en amont ce sujet pour vous en imprégner. Alors, il s'agissait d'étudier plusieurs cylindres dans cette première partie, dans la partie problème, hein, une partie qui contenait 6 sous-parties, partie A, B, C, D, E et F, où on s'intéressait à la fabrication des canettes 33 centilitres. Vous savez que les canettes de soda qu'on achète dans le commerce, eh bien, sont en train de petit à petit se modifier dans leur format. On avait par le passé des canettes qu'on pourrait dire avec un diamètre plus important, mais une hauteur plus petite, ce qu'on appelle la canette classique dans la partie A. Et puis, hein, ça c'est la canette classique, donc l'ancien modèle. Les nouveaux modèles sont des modèles où le diamètre du cylindre est plus petit, mais la canette est plus haute, la hauteur est plus grande, ce qui lui donne un effet effectivement plus amaigri, plus slim, voilà le nom qui a été donné. Donc on va tout au long de cette partie numéro 1 s'intéresser à différents types de canettes et puis étudier les proportions dans différentes conditions. Partie A, on modélise une canette classique par le cylindre de révolution représenté ci-contre. Le volume d'un tel cylindre s'obtient en multipliant l'aire de sa base par sa hauteur. Vérifiez que le volume du cylindre de diamètre 6,6 cm est supérieur à 33 centilitres. Donc là, l'objectif, hein, c'est quoi? Eh bien, c'est de calculer un volume. Et puis, le volume de ce cylindre, on a comme information, c'est que son diamètre, c'est 6,6, qu'on peut lire tout à fait aussi ici hein, sur le schéma, et que sa hauteur, c'est 9,8, qui va correspondre à cette dimension sur le schéma. Eh bien, on doit vérifier que ce volume est supérieur à 33 centilitres. On va regarder ça chez notre candidate, qui nous dit que le rayon de la base, c'est 6,6 divisé par 2, c'est le diamètre divisé par 2, très bien, et que du coup, le rayon, il fait 3,3 cm, que l'aire de la base, c'est pi fois 3,3 au carré, et que du coup, après le volume, eh bien, c'est 1089 sur 100 pi fois 9,8. Alors, regardons ça un petit peu dans le détail. Ce qu'on peut déjà voir, c'est ce résultat qui est vrai, hein. C'est vrai que 30 pi fois 3,3 au carré, c'est quoi? C'est l'aire de la base. L'aire de la base, c'est l'aire d'un disque. Effectivement, hein, pi fois le rayon au carré, c'est bien l'aire d'un disque, donc pi fois 3,3 au carré. On voit que l'élève a utilisé les dimensions directement en centimètres. Hein. Du coup, elle obtiendra bien un résultat en centimètres carrés. C'est ce qu'elle nous dit bien, effectivement, dans sa phrase réponse. Alors, juste ce petit résultat ici, il est un peu étonnant. Il est obtenu un peu
par l'élève. Je vais vous expliquer comment. Tout simplement, elle a calculé, elle a utilisé sa calculatrice et elle a marqué pi fois 3,3 au carré. Et la calculatrice a noté que pi fois 3,3 au carré est égal à 1089 centièmes de pi. Hein, et en fait, a donné une valeur exacte de 3,3 au carré. 3,3 au carré, c'est quoi? C'est 10,89, c'est-à-dire 1089 centièmes. Donc là, cette étape, franchement, elle n'est pas vraiment utile hein, de mettre cette valeur-là. Bon, pourquoi pas hein, on aurait pu tout de suite réutiliser ici 3,3 au carré plutôt que d'utiliser cette valeur-là. Mais pourquoi pas hein. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que cette élève, elle a voulu, un peu comme le sous-entendait le sujet, c'est que le volume d'un cylindre s'obtient en multipliant l'aire de la base par la hauteur. Donc, elle a différencié le calcul en deux étapes, en calculant d'abord l'aire de la base, puis le volume en multipliant l'aire de cette base par la hauteur. Bon, bah très bien, elle obtient un résultat où elle met bien une valeur approchée, tout à fait, en centimètres carrés. Et puis, elle nous fait cette conversion en nous disant que, 335,28 cm², c'est égal à 33,52 centilitres. Alors, on peut toujours s'intéresser aux valeurs hein, qui étaient... Bon, il n'y avait pas d'ailleurs les valeurs arrondies, on ne nous demandait pas d'arrondi particulier, on nous demandait juste de vérifier que c'était supérieur à 33. Bah, c'est bien, c'est... Voilà. Donc, le volume de la canette classique est de 33,55 centilitres. Elle est donc supérieure. Alors là, attention, hein, c'est le volume, il est donc supérieur à 33 centilitres. Rien à dire, la candidate obtient tous les points pour cette question. Deuxième question, on s'intéresse à la partie maintenant cylindre, le cylindre qui est la canette de format slim. Et là, un nouveau format de canette est apparu dernièrement sur le marché. Les canettes allongées dites slim sont plus hautes et plus fines que les précédentes. Alors là, on peut bien noter que ces notations plus hautes, oui, alors avec une plus grande hauteur, mais plus fines. Fine, c'est bien pour exprimer le terme de slim, mais en fait, mathématiquement, plus fine, ça ne réfère à rien d'autre, à rien pas à une dimension particulière. Hein. C'est que plus fine, c'est juste en fait que le diamètre hein, a perdu. Là où on était à 6,6 cm, on est maintenant à 5,6 cm, donc on a perdu 1 cm de diamètre. Déterminé au millimètre près, la plus petite hauteur possible du cylindre pour que la canette contienne au moins 33 centilitres. Donc là, il faut faire bien attention à la question et à ce qui est demandé. Hein. Il y a des mots importants, c'est déjà au millimètre près. La plus petite, donc c'est la plus petite hauteur possible du cylindre pour que la canette contienne au moins 33 centilitres. Alors, on va voir ce qu'a produit l'élève. Alors, on repart sur des calculs. Alors, encore, on obtient le rayon en divisant le diamètre par 2, puisqu'effectivement, tous les calculs vont se faire avec le rayon. Soit x, la hauteur de la canette. Le volume, c'est pi fois 2,8 fois x. Donc, on a de nouveau là hein, la calculatrice qui a été utilisée. Ce 2,8 pi x égale 330. Alors là, ce qu'on pourrait dire, c'est que la rédaction, elle manque de liant. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est tout à fait la bonne idée hein, que de vouloir résoudre une équation, mais ce qu'il faudrait dire, c'est qu'il faudrait introduire cette équation. Et dire que, en fait, rechercher la plus petite hauteur possible, telle qu'on ait au moins 33 centilitres, eh bien, c'est équivalent à résoudre une équation. Hein, et que cette équation, c'est celle-ci. Mais en fait, si on regarde bien la formulation de la question, à savoir déterminer la plus petite hauteur possible, c'est pas vraiment une équation qu'il faudrait résoudre, mais plutôt une inéquation. Chercher la valeur telle que la canette fasse au moins 33 centilitres, c'est-à-dire tel que le volume soit non pas égal à 330 cm3, mais soit supérieur ou égal à 330 cm3. Donc là, c'était plutôt une
symbole de comparaison hein, qu'on attendait plutôt qu'un symbole d'égalité. Dans la résolution de l'équation, on peut dire qu'il y a une chose un peu surprenante, c'est que là, on est à du 2,8 au carré, on passe à 196 25e, puis ensuite on passe à une valeur qui est 24,63, et cette valeur, eh bien, c'est une valeur approchée. Donc pourquoi passer de valeur exacte à valeur approchée dans l'équation? Mon conseil, c'est plutôt, on essaye de, le plus possible, rester en valeur exacte pour, à la fin, eh bien, conclure en valeur approchée, comme c'est fait là. On peut revenir aussi sur eh bien, la valeur au millimètre près qui était demandée. Est-ce que la candidate, eh bien, elle est au millimètre près? Non, elle n'est pas au millimètre près. Vous voyez qu'elle donne un arrondi 13,40. Hein, 13,40, on est, elle donne deux chiffres significatifs après la virgule. L'unité, c'est des centimètres, donc des millimètres, c'est des dixièmes de millimètre. Donc au millimètre près, on n'est pas à 13,40, mais bien plutôt à 13,4. Donc attention, c'est bien le nombre de chiffres significatifs que vous avez donné qui va valider eh bien, l'arrondi que vous avez fait. Donc là, on attendait plutôt une réponse avec un chiffre significatif après la virgule. En tout cas, bon, le candidat s'en tire bien et je pense le jour du concours a obtenu tous les points hein, sur ces deux premières questions qui sont quand même plutôt bien traitées. On continue, on avance. Alors, allons voir un petit peu le sujet. Partie C, étude du lien entre le rayon de la base d'une canette de 33 centilitres et l'air de son patron. Donc, on nous représente une figure ici qui représente le patron d'un cylindre. Vous vous souvenez, le patron d'un cylindre, hein, on en a beaucoup discuté pendant la formation. Le patron d'un cylindre, c'est quoi? C'est une surface latérale qui est un rectangle, plus deux bases qui sont des disques. Donc ce rectangle, il est désigné, il est représenté au milieu de la figure, hein, dans la partie centrale de la figure, et puis les deux disques sont représentés par les deux disques grisés. Ce qu'il faut avoir bien en tête quand on dessine le patron d'un cylindre, et c'est ça là-dessus hein, c'est là-dessus qu'on a vraiment insisté, je pense, pendant la formation quand on en est venu à parler de ces cylindres de révolution. Eh bien, c'est quelles sont les différentes dimensions. Grand L, grand H, petit r. À quoi ça correspond ces dimensions par rapport aux dimensions du volume? H, c'est quoi? C'est la hauteur du cylindre, donc c'est l'écart, la distance entre les deux disques. R, c'est le rayon, hein, ok, donc c'est le rayon d'un des disques, la moitié du diamètre, si on a accès au diamètre. Et L, qu'est-ce que c'est? Eh bien ça, c'est à nous de le déterminer. Et évidemment, ça va être l'objet des questions par la suite. Donc première étape, vérifier que dans un tel patron, H est égal à 330 divisé par pi R2. L'aire du disque est égal à pi R2 et le volume est égal à pi R2 fois la hauteur. Nous savons que le volume est égal à 330 cm3. On a donc le volume, c'est-à-dire H fois pi R2 égale à 330. Et lorsqu'on fait passer lorsqu'on fait passer pi R2 de l'autre côté, ou lorsqu'on veut isoler H, on obtient ce quotient. Donc là, très bien formulé, très bonne réponse à cette question par cette candidate. On peut noter qu'en fait, on voit que bien que les choses n'aient pas été dites de la même manière, finalement, cette question 1 de la partie C, elle reprend exactement le raisonnement de la partie B, où on a fait une résolution d'équation et on a fait exactement ce travail d'isoler la variable x ici qui représentait bien h, la hauteur. Donc finalement, c'est dans le cadre général, on nous demande de reproduire le travail qui a été fait à la question juste qui précédait. La longueur L, alors question suivante, on l'attendait, hein, la figure ci-contre représente le patron du cylindre. Exprimer la longueur L en fonction de R. Donc, quelle est cette fameuse longueur L par rapport à R? Eh bien, en fait, il faut penser que
dans un patron, l'objectif d'un patron, c'est de déplier, de découper et de mettre à plat. Donc découper et mettre à plat. Et donc il faut toujours se penser, eh bien, quelle arête va venir se mettre contre quelle autre arête, ou quelle dimension, quelle longueur va venir se superposer à quelle autre longueur. Et là, en l'occurrence, cette longueur L, donc le grand côté du rectangle, quand on vient refermer le patron, il va venir se superposer avec la circonférence des bases. Et en fait, on a quoi? Eh bien, on a L qui est égal à la circonférence des bases, qui est égale au périmètre des disques. Et c'est ce que nous dit la candidate. La longueur là représente le périmètre du cercle. Donc, L égale à 2pi fois x. Et oui, bah, c'est quoi? C'est la circonférence du cercle, effectivement, 2pi fois r. Alors là, il y a une petite erreur. Hein. Effectivement, c'est pas x, mais c'est plutôt r qu'on attendait. Mais l'idée est tout à fait là. Vérifiez que l'aire en centimètres carrés de la partie rectangulaire du patron est du coup 660 sur r. Et là, encore une fois, bien, la candidate, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a d'un côté l'aire de la partie rectangulaire du patron est égal à quoi? Bah, à l'aire d'un rectangle, donc L fois H. Or, grand L, elle l'a utilisé, elle l'a trouvé dans la question petit 2, grand H dans la question petit 1. Donc, elle fait le produit et elle s'aperçoit qu'il y a des simplifications. Hein. Il y a des R qui se simplifient, le pi qui se simplifie, et il nous reste uniquement 330 fois 2 divisé par R. Donc là, très bonne présentation hein, de ce calcul et notamment de la manière dont on va simplifier les choses en faisant apparaître eh bien, ce produit qu'on a à la première ligne ici et le faire apparaître sous forme d'un grand quotient avec tous les facteurs qui apparaissent et qu'on peut barrer pour voir qu'il y a bien effectivement une simplification. On a finalement l'aire qui est égal à 660 sur x. Alors encore une fois, bon, cette candidate a utilisé x plutôt que r, on lui pardonnera. Petite remarque, attention, systématiquement, quand on a une phrase de conclusion, j'ai une aire, j'ai une longueur, j'ai un volume, j'ai des angles, j'ai une mesure. Hein, de manière générale, lorsque vous êtes en train de calculer une longueur, une aire, un volume ou la mesure d'un angle, vous êtes en train de calculer une grandeur, une mesure, et cette mesure, qu'est-ce que c'est qu'une mesure en mathématiques? Eh bien, c'est un nombre qui est toujours associé à une unité. Donc, même si on a moins le réflexe lorsque on a des nombres qui sont exprimés sous forme d'un calcul littéral, puisque l'aire, elle est fonction du rayon, c'est 660 sur r, elle est fonction d'une variable, petit r, eh bien, ne pas oublier d'ajouter que, eh bien, on a 660 sur x, et qu'est-ce que c'est derrière? C'est des centimètres carrés, et donc de bien compléter ici hein, avec une unité. On arrive à la fin de cette partie C, exprimer l'aire totale A du patron du cylindre en centimètres carrés en fonction de R. Alors là, il va falloir travailler sur deux choses, puisqu'on vient de calculer l'aire du rectangle, il reste à additionner l'aire de deux disques. Hein. Donc, on va calculer l'aire de chaque disque et multiplier par 2. C'est ce que fait très bien la candidate, puisqu'elle nous dit que l'aire totale est égale à l'aire du rectangle plus 2 fois l'aire du disque. Hein. Donc là, attention en français à ne pas vouloir retranscrire tout simplement une écriture mathématique, hein, mais plutôt d'écrire plus 2 fois, c'est vraiment écrire le symbole plus, le symbole multiplié, l'aire d'un disque, mais plutôt d'exprimer ça sous forme d'une phrase en français. Et comment on exprimerait ça? Bon, au lieu de dire l'aire totale, c'est 2 plus ou 2 fois plus, c'est la somme de l'aire du rectangle et du double de l'aire d'un disque. Et on retrouve ça très bien écrit ici. Donc là, c'est très bien. Jusque-là, la candidate a fait un très bon début d'épreuve. Hein, et ça, c'est très bon pour... c'est très bon pour cette candidate d'exprimer, de bien démarrer la copie, parce que pour plusieurs raisons. Alors, pour le correcteur,
ça va le mettre dans de bons auspices, on pourrait dire ça comme ça, hein, puisque c'est toujours plus agréable de commencer à lire un élève qui s'en tire bien sur les premières parties. Ça nous donne envie de lire la suite, ça nous donne envie de, excusez-moi, eh bien d'être plutôt flatteur dans notre correction. Et puis pour l'élève, il faut s'imaginer aussi qu'en tant que candidat, si les premières questions, c'est des questions sur lesquelles vous vous sentez bien, sur lesquelles vous êtes à l'aise, sur lesquelles vous produisez, et vous le savez, des bons résultats, eh bien, clairement, ça vous met dans de bons auspices aussi pour la suite. Ça vous met en confiance pour la suite. Partie D, lecture graphique. On s'intéresse à la réalisation d'un cylindre de révolution de base de rayon R, exprimé en centimètres et de contenance 33 centilitres. L'air exprimé en centimètres carrés de la surface de métal nécessaire est modélisé par la fonction f qui, à tout nombre R strictement positif, associe f de R égale à 2 pi r carré plus 660 sur R. Alors là, qu'est-ce qu'on est en train de nous faire? On est en train de nous travailler sur l'air de la surface métallique. Donc en fait, on est en train de nous faire travailler sur l'air de la figure de la partie précédente. Donc on est en train de nous dire quoi? Bah, qu'on travaille sur cette fonction-là. Et bah, cette fonction, il faut avoir en tête qu'on vient évidemment de la donner dans la partie précédente, question 4. Donc vous voyez que vous, en tant que candidat, même si vous bloquez sur cette partie, il ne faut pas hésiter à aller voir dans la partie suivante ou les parties qui vont suivre encore après, s'il n'y a pas des indices, des informations utiles qui pourraient pourraient vous servir. Et là, en l'occurrence, la réponse à la question C4, elle se trouve dans la question D1. Donc on a cette fonction f qui est représentée ci-dessous et on va, comme le nom l'indique, nous poser des questions et faire de la lecture graphique à partir de cette courbe. Répondre par lecture graphique aux questions suivantes. Quel est l'air de la surface de métal nécessaire pour un cylindre dont la base a pour rayon 1,5 cm? Donc là, je vais aller assez rapidement. L'objectif, c'est de faire de la lecture graphique. Donc, je veux connaître l'air, j'ai accès au rayon. Le rayon, il est en abscisse, donc il faut aller chercher en ordonnée la valeur pour 1,5. Elle se trouve ici. Et c'est donc 450. À quelle valeur du rayon du cylindre correspond une aire de 300 cm²? Alors là, c'est une lecture d'antécédents. Quels sont le ou les antécédents qui vont correspondre à une valeur 300? Eh bien là, on a ici et ici deux intersections possibles, donc deux valeurs possibles qui vont être environ 2,5 et 5,25 qui vont correspondre à la valeur de la fonction égale à 300. Et on regarde ça, c'est ce que fait la candidate. Pour 1,5 cm, on a 450 et pour 300 cm², le rayon a une valeur de 2,5 et 3,25. Bravo à la candidate encore une fois, et ça, vraiment, il faut prendre exemple. Par lecture graphique, elle indique bien qu'elle le fait par lecture graphique, et puis surtout, elle prend la peine de faire des phrases à chaque fois. Chaque question, c'est une phrase en français, même si elle est courte, même si elle est succincte, l'explicatif de la situation, elle introduit les formules, encore une fois, sont soulignées, encadrées, des phrases-réponses, donc vraiment là, jusque-là, une copie d'une très bonne qualité. Question suivante, déterminer laquelle de la canette classique ou de la canette slim utilise le moins de surface de métal. Donc là, il faut revenir aux valeurs qui étaient proposées, c'est-à-dire 3,3 cm pour la canette classique et 2,8 cm, parce qu'on n'oublie pas qu'on a des rayons qu'on cherche pour la canette. Et la candidate répond correctement en disant que c'est la canette classique qui utilise le moins de métal, parce que pour 3,3, on utilise, alors on va vérifier ça sur le graphique, pour 3,3, on est à peu près ici, on va utiliser effectivement un peu
un peu moins de métal, hein. L'air va être moins importante que pour 2,8 où on va avoir alors 3,3, voilà. C'est ici à peu près et ici qu'on va regarder les choses. Et effectivement, on voit bien que le point qui est ici correspond à une ordonnée qui est plus petite. Donc, on va avoir une aire plus faible. Donc là, l'aire de la surface métallique est comprise voilà, pour 2,8 cm. On a une surface qui est là, alors que pour 3,3 cm, on a une surface qui est ici et qui est moins importante. Très bien. J'avance parce que ce n'est pas la partie la plus difficile. À quelle valeur du rayon correspond la surface minimale de métal nécessaire à la fabrication d'une canette de 33 centilitres? Eh bien là, on va chercher la surface minimale, donc la valeur minimale de la fonction. Et on va chercher eh bien, la plus petite, le point qui a la plus petite ordonnée. Ça doit se trouver à peu près par ici. Hein. Voilà, à peu près par ici. Donc c'est pour quelque chose entre 3,5 et 4. Hein, entre 3,5 et 4 cm de rayon, on va avoir une surface minimale. Alors entre 3,5 et 4, la candidate dit environ 3,7. C'est parfait. Donc là, jusque-là, cette candidate vraiment top du top. Hein, c'est vraiment un exemple. On est jusque-là sur un exemple de bonne copie. On a même envie de se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle a que 20,75 ou 21,75? Parce que là, vraiment très très bon début sur ces 3-4 premières parties du problème. Ensuite, on nous fait travailler sur, ça c'est vraiment classique, il faut que vous commenciez à avoir l'idée de graphique. Pour ceux qui suivent la formation, j'espère que vous reconnaissez vraiment le sujet type d'un concours blanc avec du travail sur une équation, du travail sur une fonction, sur sa représentation graphique, et puis ensuite l'utilisation du tableur pour pouvoir corriger l'utilisation du tableur pour pouvoir continuer à étudier cette fonction. C'est ce qu'on fait là. Donc, on a des valeurs de la fonction qui sont calculées pour différentes valeurs de rayon qui vont entre 3 et 4 avec un pas de 0,1. Hein, donc, on a ici 11 valeurs comprises entre 3 et 4 et puis les valeurs de la fonction correspondantes. Écrire une formule qui est entrée dans la cellule B2 et tirée vers la droite permet d'obtenir les valeurs de la fonction sur la ligne 2. Donc là, on vous demande de passer de l'utilisation d'une formule. La formule, c'est laquelle? Celle qu'on avait notée ici. F de R égale à 2πr carré plus 660 sur R, à la notation tableur. Alors, il faut bien faire attention à ces différentes notations. Et on peut voir que dans le sujet, pardon, excusez-moi, je passe un peu vite de l'autre, on nous disait quand même, on donnait, c'est le cas depuis 3 ans, à chaque fois qu'il y a la fonction pi qui est utilisée dans le tableur, on vous rappelle que pour utiliser pi, il faut marquer pi en majuscule avec des parenthèses, et c'est ça qui appelle la valeur de pi à 15 décimales. Alors là, qu'est-ce qu'elle a fait, la candidate? Regardons un peu les choses. Alors là, il y a plusieurs choses qu'on peut noter. La première, c'est qu'on n'a pas l'utilisation de pi. Il y a pi sous son format, la lettre pi de l'alphabet grec, mais ça, le tableur, il ne va pas comprendre ce que c'est. Première chose. Deuxième chose, lorsqu'on utilise une formule, on a besoin d'un symbole d'égalité. Donc, on fait toujours précéder une formule par un symbole égal. Ça doit toujours être présent. Ça va faire comprendre au tableur que dans cette cellule est présente une formule et non pas une valeur ou un texte. Alors, elle reprend bien la formule, elle remplace R en fait par la valeur B1. Si on regarde le tableau, effectivement, c'est bien dans B1 que se trouve la valeur qui nous intéresse. Donc, c'est par rapport à la valeur de B1 qu'on va calculer les choses, tout à fait. Et le petit problème, c'est qu'elle garde cette notation mathématique. Alors là, attention, c'est bien le symbole de division et on aurait plutôt ici quelque chose qui devrait ressembler à 660 divisé. J'ai un texte en blanc, vous n'allez pas voir grand-chose, mais plutôt, voilà,
660 divisé par la cellule B1. Donc, il faudra faire attention à bien faire ressembler votre formule, l'expression, l'écriture de la formule au format que ça prendra dans une cellule dans Excel. Donc, si on reprend quel format ça va prendre, égale 2 fois pi fois B1. Alors là, on va faire comme la candidate l'avait proposé, donc B1 fois B1 pour avoir B1 au carré, très bien, plus 660 divisé par B1. Donc là, faites attention, essayez de bien respecter, vous voyez, le format qu'on va entrer dans le tableur. Ce qu'on vous demande, c'est de faire ici, être capable de faire la différence entre un format mathématique, donc d'une formule exprimée sous forme d'une écriture mathématique, avec un format tableur. Et là, c'est pas ce qu'a fait la candidate. Dernière petite remarque qu'on pourrait faire, la présence de ces parenthèses qui sont là, franchement, qui sont absolument pas utiles. Hein. Pourquoi? Parce que la multiplication, évidemment, elle est prioritaire et que du coup, 2 fois pi fois B1 fois B1, eh bien, c'est prioritaire et que le tableur, il comprend bien tout à fait ces notions de priorité calculatoire, de priorité des opérations les unes par rapport aux autres. On continue. Utilisez cette feuille de calcul pour déterminer un encadrement le plus précis possible du rayon du cylindre permettant de minimiser l'air de la surface de métal nécessaire à la réalisation d'une canette de 33 centilitres. Donc finalement, la difficulté de cette question, elle est dans la compréhension de l'énoncé. Elle n'est vraiment pas du tout dans ce qu'on vous demande. Donc utilisez cette feuille de calcul, donc on y va, il faut utiliser ce qui est au-dessus, pour déterminer un encadrement. Donc c'est bien un encadrement qu'on va donner, donc de la forme A est plus petit que R qui est plus petit que B, donc on va encadrer R entre deux valeurs en utilisant deux fois un symbole de comparaison inférieur à, le plus précis possible, permettant de minimaliser. Ah oui, mais ça c'est pas du français ça. De minimiser, ça serait mieux. Donc là c'est minimaliser, de minimiser. Donc là c'est dans le sujet, hein, c'est pas chez la candidate qui a un problème. Donc on minimise une valeur, de minimaliser, bon, ça doit peut-être pouvoir se dire les deux, sûrement. Il y a eu un comité de plusieurs relecteurs quand même, hein, bon, peu importe. L'aire de la surface de métal. Donc on cherche l'aire la plus petite, donc on va chercher dans les valeurs là-haut, et cet encadrement, où est-ce que ça se trouve? Alors 264,4, 264,41, 264,80, ça doit se trouver quelque part, quelque part entre 3,6 et 3,8 du coup. Hein. Voilà où ça doit se trouver. Que nous propose la candidate? Le rayon devra mesurer 3,7 ou 3,8 pour minimiser. Alors voilà, alors on a un petit mix elle a fait un petit mix du coup entre minimaliser et minimiser, bon, peu importe. L'aire de la surface. Là, la candidate ne répond pas à la question, puisque la question, c'est quoi? C'est on demande un encadrement. Donc, elle ne donne pas un encadrement, elle dit c'est l'une ou l'autre des valeurs. D'ailleurs, non, ce n'est pas l'une ou l'autre des valeurs, c'est des valeurs qui vont être comprises entre, on a dit, nous, entre 3,6 et 3,8. Donc, attention, ce n'est pas 3,7 ou 3,8, c'est une valeur qui se trouve entre 3,6 et 3,8 et qui n'est pas calculée, mais le calcul dans le tableur nous permet de nous dire que ça se trouve entre ces valeurs-là. Donc là, mauvaise compréhension de la question, donc la candidate, elle ne va pas obtenir les points à cette question parce qu'il faut bien répondre à la question et ce n'est pas ce qui était demandé de proposer une ou deux valeurs, mais bien de proposer un encadrement. Finalement, on nous demande de déterminer la hauteur de la canette de 30 centilitres ayant une base de rayon 33,7 mètres, arrondir le résultat au dixième de centimètre. Donc faites bien attention systématiquement, s'il y a des arrondis à faire, dans 80, je dirais pas que c'est vrai à tous les coups, mais dans 90% des cas, on vous précise l'arrondi qui est souhaité. Dans ce cas-là, il suffit juste de bien le respecter. Donc là, il faut bien avoir en tête que je calcule
une hauteur et que je devrais donner ça au dixième de centimètre ou au millimètre près du coup. Excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Eh bien, elle réutilise la formule. Hein. La hauteur, c'est 330 sur pi R2, R valant 3,7. Elle donne, du coup, elle utilise très bon calcul. Donc là, on a une valeur exacte qui est correcte. Le petit souci, c'est que l'arrondi, il n'est pas fait correctement. Hein. Au dixième de centimètre près, pour une base de rayon 3,7 cm, la hauteur de la canette sera de 3,60 cm. Bah non, c'est pas au dixième de centimètre, mais c'est au centième de centimètre que l'arrondi est donné. Donc c'est plutôt une valeur qui doit être donnée environ 7,67, mais plutôt 7,7 pour répondre à la question. Donc là, peut-être que je pense que la candidate a perdu 0,25 points pour ne pas avoir respecté la deuxième partie de la question, les arrondis. À chaque fois que vous avez une question qui vous demande de calculer quelque chose, gardez en tête que le plus possible, il faut essayer de travailler en valeur exacte. Travailler en valeur exacte, c'est conserver le sens total de ce symbole d'égalité. H est bien égal à 330 divisé par pi fois 3,7 au carré. C'est très bien. Ensuite, si vous passez en valeur approchée, ça ne sert à rien de donner toutes les décimales que vous allez trouver sur votre calculatrice. Ça ne sert à rien de donner plus de décimales que ce qui est demandé. Donnez les décimales demandées, c'est-à-dire là au dixième, donc on avait un dixième demandé. Dernière partie, donc là vraiment la candidate, bon, elle commence à faiblir un petit peu sur la partie E, les choses sont un peu moins bonnes, mais on a vraiment un problème plutôt bien agencé, avec autant dans la forme que dans le fond, des choses tout à fait claires et de bonne qualité. Partie F, je vais passer assez rapidement dessus parce qu'on va regarder ce qu'a fait la candidate et on peut voir que juste en lisant la copie, on nous demande à partir de une masse volumique. Une masse volumique, ça va nous donner quoi? La masse pour un certain volume, en l'occurrence le nombre de kilogrammes présents dans un mètre cube d'aluminium. Donc, un mètre cube, si vous prenez un mètre cube, donc un cube d'arête 1 mètre d'aluminium, eh ben, il pèsera 2700 kg, 2 tonnes 7. Bon, ok. Il va falloir utiliser ça pour calculer le poids d'une canette dont le rayon est 3,3, donc d'une canette classique. Hein, c'est ça, c'est les canettes classiques qui ont ce rayon de 3,3. Si on regarde la copie de l'élève, là on peut voir tout de suite qu'il y a des gros soucis parce qu'elle nous écrit différentes choses. 2700 kg par mètre cube, c'est égal à 1 mètre carré d'alu. Donc, là, on ne peut pas du tout comprendre ce qui est fait. Parce qu'en dessous, on nous dit en plus que 268,42 mètres carrés, c'est égal à 2,68 grammes. Alors, on peut imaginer qu'il y a une sorte de règle de 3 ou de volonté de la proportionnalité qui est à utiliser et qui serait du style, si j'ai 2700 kg par mètre cube, ça veut dire que j'ai 2700 kg pour, non pas 1 mètre carré, mais 1 mètre cube d'alu. Alors, pour 268,42 mètres carrés d'alu, combien j'ai de grammes? Mais on voit qu'il y a un problème parce qu'il y a là, on a des unités volumiques, des mètres cubes. Là, on a des unités d'air, des mètres carrés, et qu'en plus, on a des symboles d'égalité. Alors, mon petit conseil, si dans des histoires de conversion, vous utilisez la proportionnalité, c'est assez vrai aussi quand vous avez des échelles, des pourcentages, des vitesses. Si en 1 heure, je parcours 90 km, alors en X heures, je parcours 263 km. Et puis, vous faites une petite règle de 3. Pourquoi pas? Attention, et là, c'est souvent un défaut des candidats, c'est d'utiliser le symbole d'égalité. Et dire que si en 1 heure, je parcours 90 km, 1 égale 90, ça n'a pas de sens en mathématiques. 1 n'est pas égal à 90. 1 correspond à 90. Alors, utilisez un autre symbole, une petite flèche, par exemple, ou
autre chose. Hein, mais surtout pas le symbole d'égalité qui a un sens absolument très précis en mathématiques. Donc ne l'utilisez pas de manière abusive, quand on va le voir, des élèves peuvent le faire lorsque on analyse des productions d'élèves. J'en profite pour vous renvoyer aux commentaires épinglés d'Objectif Serpeux qui vous propose de télécharger le sujet, vous y avez accès, mais vous pouvez aussi télécharger le corrigé qu'on a produit des 3 parties. Un corrigé détaillé, c'est un document précieux que je vous conseille d'utiliser, mais un petit conseil pour l'utiliser à pleine puissance, si je peux me permettre, travaillez d'abord sur le sujet. Donc même si on le corrige et que vous ne l'avez pas encore traité, que vous le découvrez un peu en live, si je peux me permettre de le dire comme ça, n'hésitez pas à demain ou dans les jours qui viennent, vous mettre à votre bureau et puis pourquoi pas traiter ce sujet de manière autonome et puis ensuite d'aller utiliser ce corrigé pour voir un peu ce que vous avez donné. Ce que vous avez donné, ce que vous avez produit. Donc voilà, des grosses confusions là-dessus. Donc ça, c'est vraiment, je le barre, absolument à pas reproduire. Donc après, du coup, les calculs sont faux. Est-ce que si on a écrit des grosses erreurs dans une question derrière, que c'est à peu près quand même pas mal dans le raisonnement, là, vu l'horreur qui est ici, clairement, le correcteur ne pourra pas mettre de points à cette question. Absolument impossible de vous mettre même ne serait-ce que 0,5 points parce que la fin de la question produit un raisonnement à peu près correct. Bon. Là, les choses se discutent un peu plus puisqu'on nous demande, pour 9 kg, donc pour le poids ou la masse d'un vélo qui pèserait à peu près 9 kg en aluminium, combien on peut avoir de canettes. Alors là, la valeur qui est ici est fausse. Le raisonnement est correct, donc la valeur ici, le poids d'une canette, c'est pas 5,98 grammes, donc évidemment le nombre de canettes ici, il est faux. Pour autant, le raisonnement est correct. Alors si la question est sur 0,5, peut-être qu'effectivement, et là je pense que ça va dépendre d'un correcteur à un autre, vous obtiendrez peut-être 0,25 sur 0,5 à cette question. Deuxième partie, on regarde ensemble la partie exercice. Bon, ce qu'on peut dire en tout cas sur le fond, c'est que c'est très bien, j'ai déjà dit. Sur la forme, c'est très bien. Sur le fond, un très bon début de problème, la fin un peu plus compliquée. Donc attention à ne pas écrire ce genre de grosses erreurs qui tout d'un coup, après avoir le correcteur, après avoir une bonne sensation, risquerait peut-être de se dire que ça sent moins bon pour la suite. On y va. Alors, regardons un peu le sujet. Deuxième partie, des exercices. Et là, un premier exercice où on nous faisait travailler sur la répartition de la population française selon le groupe sanguin et le résus. Alors, vous savez qu'on a un groupe O, A, B, AB, et à chaque fois avec un résus positif et négatif. Et dans le premier tableau, on a la proportion, la répartition en pourcentage de chacun des groupes sanguins dans la population française. Puis ensuite, un tableau où là, il y a un peu de lecture de données, de compréhension de ce tableau qui va nous dire, si on est par exemple du groupe AB+, on peut recevoir, donc si on est receveur AB+, on peut recevoir de n'importe quel donneur, puisqu'on a une petite goutte de sang dans chacune des cases. C'est pour ça que le groupe AB+, est receveur universel. Si on est du groupe A-, on peut recevoir du groupe O- ou du groupe A-. Si maintenant on veut donner son sang, le groupe A-, il peut donner son sang au A+, au A-, au AB+, et au AB-. Très bien. Petite question de lecture de ce tableau. Donc à la fois, il va falloir savoir lire, mettre en relation les données qui sont présentes dans les deux tableaux. Ces questions, quelle est la probabilité? Donc vous voyez que quelle est la probabilité qu'une personne choisit au hasard? Donc au lieu de vous parler de proportion, de répartition, on vous parle de probabilité. On transforme tout d'un coup
cette répartition en probabilité. La probabilité vous dit quoi? Vous dit que si vous avez un très grand nombre de répétitions, eh bien, vous pouvez associer une probabilité aux fréquences. Alors, ça veut dire que si je répète un très grand nombre de fois, c'est-à-dire que si un très grand nombre de fois, je prends au hasard quelqu'un dans la population française, je prends n'importe qui et je lui dis, tiens, toi, dis-moi, quelle est la probabilité que ce soit un donneur universel, ou autrement dit, quelle est la probabilité qu'il soit du groupe au moins? Eh bien, cette probabilité, c'est la même que la fréquence qu'on va lire ici, 6%. Donc, quelle est la probabilité si je prends au hasard? Eh bien, c'est la même que la fréquence d'être du groupe au moins, c'est-à-dire 6%. Quelle est la probabilité d'être un receveur universel? Alors, les receveurs universels, on dit c'est le groupe AB+. Ce groupe AB+, il est où? Il est AB+, ici. Eh bien, cette probabilité, elle est de 3%. Alors, vous pouvez écrire ça sous la forme de 3% ou de 0,03. Hein. Ah, tiens, 0,6 soit 6 personnes sur 100. 0,03 soit 3 personnes sur 100. Oui, tout à fait. Hein, effectivement, 0,06, c'est bien 3 divisé par 100. Alors là, tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, la candidate, au niveau de la forme, c'est un peu moins bon. C'est-à-dire que peut-être qu'elle a été prise par le temps, qu'elle s'est dit, là, ça fait 2 heures que je vais traiter le problème, il va falloir que je me presse un peu. Et du coup, la qualité de la forme commence à baisser puisqu'on n'a pas une phrase en français. N'oubliez pas qu'une réponse égale une phrase en français, sujet, verbe, complément, systématiquement. Donc, tout simplement, reprise de la question et formulation de la réponse en reprenant la question. Donc, bonne réponse, c'est très bien. 52 personnes sur 100, alors ça correspondait à quelle question? Quelle est la probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population française puisse donner son sang à une personne du groupe B Rhésus+? Alors, quelle est la probabilité que je puisse donner mon sang à du B Rhésus+? Donc, il faut être de ce groupe, de ce groupe, de ce groupe ou de ce groupe, c'est-à-dire être de O+, O-, B+, ou B-. Donc, on fait la somme de O+, O-, B+, et B-. Ça nous fait du 40, du coup 45. 36 et 6, on y va. 42, 43, 43 et 9, 52%. Ou 0,52, hein, puisque 0,52, c'est bien 52%. C'est bien le même nombre. Effectivement, 0,52. Donc, réponse correcte. Tout de suite, question suivante, question numéro 4. On choisit au hasard une personne, groupe O dans la population française. Quelle est la probabilité que cette personne soit donneur universel? Arrondi résultat au centième. Alors, si on regarde la réponse, tout de suite là, déjà dans la forme ça va pas, et puis dans la réponse ça va pas, mais du tout. Là, très mauvaise idée de cette personne de tenter son coup. À mon avis là, mon conseil c'est plutôt de ne rien mettre que de mettre une horreur comme ça. Pourquoi c'est une horreur? Allez, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat, sans même faire le calcul, je peux vous laisser me dire dans le chat pourquoi, sans même faire un seul calcul, on peut dire que cette réponse est fausse. Pourquoi cette réponse est fausse? Très bien, Caro, très bien, Boussinae. Tout à fait, Gwendy. Rémi, parfait aussi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Une probabilité, c'est quoi? Ça correspond à une fréquence. Ça correspond du coup à un nombre qui va être compris toujours entre 0 et 1. C'est la proportion de quelque chose par rapport à un tout. Et ce quelque chose, la partie du tout est toujours plus faible que le tout. Donc on va toujours avoir en probabilité une partie par rapport à un tout, c'est-à-dire un nombre qui va être une fraction où on va avoir un numérateur plus petit que le dénominateur, ce qui implique d'avoir effectivement un nombre compris entre 0 et 1. Donc là, ça commence un petit peu à aller moins bien. Vous pourrez regarder pour les deux dernières questions, c'est bien ce qui est produit.
encore que on nous demandait, eh bien, pour la question 5, d'estimer le nombre de donneurs universels à partir de deux quantités. Donc les donneurs universels, c'est 6%, 6%, donc 6% de 43 000. C'est ça, 6% de 43 000. Donc les donneurs universels, c'est cette valeur-là. Alors que l'arrondi, ça se discute hein, lorsqu'on a du virgule 50. Est-ce que l'arrondi, on prend à l'entier supérieur? Oui, on aura tendance, lorsqu'on a du virgule 5, à prendre à l'entier, faire un arrondi à l'entier supérieur, à la valeur par excès. La proportion du coup de donneurs, hein, c'est la mise en relation de ces deux grands nombres hein, en millions, et on obtenait environ effectivement 64,86. On peut juste vérifier, quel pourcentage de la population française représentant la population de donner son sang. Vous voyez que dans cette question, on n'a pas d'arrondi qui est proposé. On n'a pas d'arrondi qui est proposé, du coup la candidate, eh bien, elle a proposé les choses, pourquoi pas dire et ça que c'est arrondi au centième près. Hein, pourquoi pas le préciser dans la phrase réponse. Alors exercice 2, c'est un petit avion qui se déplace, qui va de Nantes à Paris, je vous la fais courte. Hein, pour aller de Nantes à Paris, il se déplace du coup de 1, 2, 3 cases, de 2 cases vers la droite. Donc il avance on nous dit 120, donc de 2 cases. Il tourne ensuite de 270 degrés, donc il va faire un 3/4 de tour dans le sens comme la flèche l'indique ici hein, sur ce petit algorithme Scratch. Il va faire un tour dans le sens horaire, donc 270 degrés s'il est orienté à l'est, il va passer 90 au sud, encore 90 à l'ouest, encore 90 au nord. Donc il va s'orienter au nord et il va se déplacer encore de 60. Donc hein, les valeurs 120, 270 et 60 sont les valeurs qui permettent de se déplacer de 2 cases vers la droite puis d'une case vers le haut. Ça veut dire que se déplacer d'une case à une autre, c'est quoi? Eh bien, permet de se déplacer de 60, hein, puisque pour 2 cases, on se déplace de 120. Pour une case, on se déplace de 60. Donc, si on va aller de Nantes à Lyon, on va se déplacer d'abord de 1, 2, 3 cases horizontalement, puis une case vers le bas. Donc, on va avoir un déplacement, on va avancer non pas de 120, mais de 3 fois 60, c'est-à-dire 180. Puis, on va se tourner de l'est vers le sud. Donc, il va falloir se tourner uniquement de 90 degrés et avancer de 60 pour se déplacer d'une case vers le bas. C'est ce que nous explique hein, la candidate. Pour se déplacer d'une case, il faut avancer de 60. Pour remonter d'une case, il faut tourner de 270 degrés, puis avancer de 60. Pour aller à Lyon, l'élève devra avancer de 3 cases, puis descendre d'une case. Ainsi, elle devra remplacer 120 2 fois 60 par 180 3 fois 60, tout à fait, puis descendre au lieu de monter. 360 moins 270 au lieu de 360 moins 90, donc de 90 au lieu de 270, et avancer d'une case, donc de 60. Le dernier chiffre est inchangé, alors attention à l'utilisation du mot chiffre, hein, ce dernier chiffre, ça c'est pas un chiffre, 60 c'est un nombre, et attention, c'est vraiment trop dommage, parce que la réponse est quand même bien rédigée, elle est correcte, et puis de donner des mauvaises impressions, qu'est-ce que c'est qu'un chiffre? C'est un symbole. Le nombre 60, c'est le nombre qui est inchangé et pas le chiffre. Hein. Donc là, pour un futur enseignant, un professeur des écoles, confondre un nombre et un chiffre, c'est pas possible. C'est comme de confondre un mot et une lettre, c'est pas possible. Lorsqu'on enseigne le français, vous avez la lettre A qui peut désigner d'ailleurs le mot A, verbe avoir à la troisième personne du singulier, ou plusieurs lettres qui peuvent former un mot. Eh bien, le chiffre et nombre, l'analogie est tout à fait identique. Vous avez un symbole, vous avez 10 symboles de 0 à 9 qui peuvent représenter un nombre à un seul chiffre, par exemple le nombre 8, il y a 8 élèves dans cette classe, ou ces chiffres qui peuvent être utilisés pour
qui peuvent être utilisés pourquoi ces chiffres? Pour former des nombres à plusieurs chiffres, comme le nombre 60 qui est formé de deux chiffres, du chiffre 6 et du chiffre 0. 6 étant le chiffre des dizaines et 0 le chiffre des unités. Voilà. Exercice 3. Bon alors l'exercice 3, du calcul mental. Pour calculer deux têtes, le carré d'un nombre entier se terminant par 5, on prend le nombre de dizaines, on le multiplie par l'entier qui suit ce nombre de dizaines, cela donne le nombre de centaines du résultat. On écrit ensuite 25 à droite du nombre de centaines pour obtenir le résultat. Par exemple, 105 est composé de 10 dizaines et de 5 unités. Pour calculer son carré, donc en fait on reproduit la petite recette. L'étape 1, on calcule le nombre par le nombre qui suit, donc 10 fois 11, 110, ce qui donne le nombre de centaines du résultat. Puis on écrit 25 à droite de 110, c'est-à-dire 11 025. Donc 105 au carré est égal à 11 025. Donc là, on nous donne une technique de calcul mental ou une petite recette de cuisine. L'objectif de cet exercice, c'était de justifier, de prouver que cette petite recette de cuisine, elle a un sens et de la démontrer de manière générale et de démontrer de manière générale que cette recette de cuisine, eh bien, c'était pas juste une recette magique, mais ça avait bien une justification mathématique derrière. Alors, première étape, on recalcule ça, on refait la petite recette pour 45 au carré. 45 est composé de 4 dizaines et de 5 unités. Oui. Étape 1, 4 fois 5, 20. Étape 2, on écrit 25 à côté, oui, à droite. Alors attention, c'était plutôt à droite, mais ça donne 20 et 25, c'est-à-dire 2025. Très bien. Soit n, un nombre entier se terminant par 5. N peut s'écrire 10d plus 5, où d est le nombre de dizaines. Établir la relation n carré égale à 100d facteur de d plus 1 plus 25. Donc là, on nous fait entrer dans du calcul littéral. Donc à partir de ça, on doit être capable de montrer ça. On sait que n vaut ça, il faut donc montrer que n au carré vaut ça. Comment on va s'y prendre? Étape 1, d fois d plus 1 fois 100 égale 100d d plus 1. Étape 2, on ajoute 25, n au carré égale 100d d plus 1 plus 25. Donc là, qu'est-ce qu'a fait la candidate? C'est qu'elle n'a pas bien compris l'idée de la question. L'idée de la question, si on relit, établir la relation, établir cette relation, elle s'établit non pas en travaillant sur la recette de cuisine, mais en travaillant ici sur la formule qui nous est donnée 100D plus 5. Donc là, la candidate, elle veut faire quoi? Elle veut refaire sa petite cuisine et puis on la comprend pas bien. Pourquoi D plus D fois D plus 1 fois 100? D'où viendrait ce 100 du coup? Bon, et puis on ajoute le 25, donc plus 25. Comment en fait, là où on écrivait 25 à droite, ça se transforme en 1, on ajoute. Bon, là, vraiment, la candidate n'a pas bien compris la question. Clairement, elle n'obtient pas les points pour cette réponse. Ensuite, expliquer en quoi le résultat de la question 2 permet d'établir la technique de calcul mental. Donc, faire le lien entre cette formule qui vient d'être trouvée ici, cette formule qui vient d'être trouvée ici, la valeur de n carré est égale à ça. Eh bien, en quoi ça explique finalement cette recette? Quel est le lien entre cette formule et la petite recette qui était proposée dans l'énoncé? Eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a d fois d plus 1. C'est bien donc le chiffre des dizaines multiplié par le chiffre des dizaines plus 1 par son consécutif, fois 100. Ça veut dire que je vais avoir quoi ici? Si je multiplie par 100, ça me donne le nombre de centaines. Plus 25, c'est quoi? Ça va être 25 unités. Et donc, si on a le nombre de centaines et on a un nombre de centaines et du coup, derrière le nombre de centaines, eh bien ce 25, qui est 25 unités, ça va nous donner le 5D
unités et le 2 des dizaines. Donc là, c'était plutôt ça qu'on attendait, plutôt que on prend la dizaine n qu'on multiplie par n plus 1 pour ajouter les 25 à côté. On doit donc multiplier la dizaine n fois n plus 1 fois 10, décaler de 2 pour ajouter 2 aux dizaines de ce chiffre et 5 aux unités. Puis on ajoute le chiffre 25. Excusez-moi, mais peut-être qu'à 20h05, j'ai des difficultés à comprendre, mais là, clairement, il y a une vraie confusion dans ce qui peut être écrit. À mon sens, quand on sent dans un concours au CRPE qu'on est en train d'écrire quelque chose qu'on ne comprend pas soi-même ou qu'on ne recomprend pas soi-même quand on le relit, est-ce que je regarde pas le chat? Bien sûr, je regarde le chat ce soir. Bien sûr, je regarde le chat. C'était quoi pour un petit corrigé de la question 2, s'il te plaît, c'est ça? Ah bah non, vous avez le corrigé pour ça. Je suis pas ce soir, je suis désolé, je fais pas le corrigé détaillé des questions. Je vous renvoie au corrigé détaillé, hein. Je suis là pour regarder plutôt la correction de cette copie, de voir un peu ce qu'il aurait fallu faire ou ne pas faire, mais je vais pas prendre le temps de détailler les corrections. Voilà, pas ce soir, pas ce soir. Je le ferai peut-être un petit peu plus en didactique, allez, quand même. On essaiera de voir un peu ce qu'il en est. Bon, donc vraiment mon conseil, c'est que lorsqu'on sent qu'on est complètement à côté de la plaque et qu'on est en train de remplir en espérant peut-être que le correcteur comprenne à notre place notre réponse, bah, on n'écrit plutôt rien. Donc là, à mon sens, à partir de la question 3, 2, 3 et 4, vaut mieux rien écrire que d'écrire ça. On préfère un candidat qui dit « je ne sais pas » plutôt qu'un candidat qui va obliger le correcteur à lire et à se dire « mais en fait, il a rien compris là, parce que moi je comprends pas ce qu'il dit et en fait, il essaye de m'embrouiller quoi. » Hein, voilà, donc sachez que les correcteurs c'est des humains et si vous essayez de tenter des trucs, de les embrouiller, bah ça va pas être bon pour vous. Hein. Dans un concours, vaut mieux s'abstenir que de tenter le coup en écrivant des choses vraiment à côté de la plaque. Pour la dernière question, comment, par extension de la technique du calcul mental proposée, on peut calculer mentalement le carré de 3,5. 3,5 n'a pas de dizaine. Bah si, 0 dizaine. Donc, on la réécrit. 0,3 fois 0,4 égale 12. Oh my god! Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Donc là, 2 horreurs successivement. 3,5, bah si, il y a des dizaines, hein, il y en a juste. C'est pas qu'il y en a pas, c'est qu'elle vaut 0. Hein, donc, alors est-ce que c'est ce que va vous dire la candidate? Il n'y a pas de dizaines. Tout nombre, n'importe quel nombre, a un chiffre des dizaines qu'on n'écrit pas parce qu'il vaut 0. Mais il y en a bien un, hein, potentiellement on peut l'écrire. Et ensuite 0,3 fois 0,4 égale 12, mon Dieu, vous acquiescez. Donc là, on a quelque chose, encore une fois, où pour toutes ces questions-là, clairement, il vaut mieux essayer de s'abstenir. Une jolie figure qui est bien produite, hein, programme de construction. Donc là, une figure à réaliser avec ce programme de construction. Je vous renvoie au corrigé puisque la figure, elle est bien produite, elle est très jolie. Petite remarque qu'on peut faire. On a quoi? On a un triangle rectangle particulier, vous vous souvenez? Hein, les triangles particuliers dont je vous parle tout le temps dans la formation. Il y a quoi? Il y a le 3, 4, 5. Hein, pour des valeurs entières de côté qui valent 3, 4 et 5, et ben ça, c'est un triplet pythagoricien. Donc, c'est un triplet qui va donner un triangle rectangle. Mais il y a aussi tous les agrandissements de ce 3, 4, 5. Par exemple, un triangle qui serait 2 fois plus grand, un 6, 3, 4, 5, donc 2 fois plus grand, ça donnerait 6, 8, 10, ou 3 fois plus grand, un 9, 12, 15, etc. Et puis il y a aussi l'autre, hein, à partir du triplet 3, 4, 5 et tous ces agrandissements, il faut retenir. Oula, cette phrase n'est pas française. Donc on retient le triplet pythagoricien 3, 4, 5 et le triplet pythagoricien 5, 12, 13 aussi. Donc là, c'est toujours bon dans sa tête de se rassurer en disant « Ah tiens, j'arrive sur
un triangle rectangle, 5 et 13, donc le troisième côté, il vaut 12. Et puis on me demandera, après avoir fait la figure, de déterminer une aire. Alors on regarde ce qu'a fait l'élève. Et là, la figure, très bien, pourquoi pas, effectivement, 13 cm, ça a l'air, c'est bien produit, c'est propre, il y a les codages. C'est même fait avec un compas, là il y a des coups de compas qui sont donnés. Donc là, très bonne figure, très bien. Mais quand on lit en dessous Pythagore, oh là, ça va pas du tout, pour plein de raisons différentes. La première, eh bien, c'est que Pythagore, paix à son âme, ou quel grand génie mathématique, mais c'est pas Pythagore là, c'est puisqu'on est dans un triangle rectangle, on peut utiliser un triangle rectangle qui est en l'occurrence le triangle AEB, rectangle en E, on peut utiliser le théorème de Pythagore qui nous dit que, eh bien, on n'a pas cette égalité-là, hein, mais on a l'égalité AB au carré est égal à AE au carré plus EB au carré. Hein, et on va évidemment, si on va utiliser l'égalité correctement, eh bien, trouver que le dernier côté, il vaut 12, puisqu'on le connaît par cœur. Bon, sur le calcul de l'aire, je vous renvoie encore une fois au corrigé, puisque là, cette candidate a rien produit. Donc là, on sent que la candidate, et c'est souvent le cas, hein, on a souvent des premières parties où les candidats ont passé plus de temps, et du coup, on fait plus d'efforts sur la rédaction. Donc là, c'est tout à fait classique d'une copie où il y a eu des difficultés dans la gestion du temps. Pourquoi? Bah parce que plus on avance, plus la rédaction elle est mauvaise dans sa formulation. Fais attention. Excusez-moi, je tombais sur le chat Planche à pain. Est-ce qu'on peut dire le triangle est un triplet pythagoricien, donc il est rectangle? Non, pas du tout. Non. On a des triplets pythagoriciens en tête. Hein. Les triplets pythagoriciens, c'est des valeurs telles que a carré plus b carré égale c carré, hein, qui vérifient cette égalité. Si on veut dire que c'est un triangle rectangle parce qu'on connaît les trois valeurs, par exemple, on utilisera la réciproque du théorème de Pythagore. Ça nous permet en fait d'anticiper des résultats, ce qui ne nous empêche pas d'utiliser la démonstration classique. Hein. Connaître quelques résultats par cœur, ça nous permet de gagner du temps, de se mettre en confiance, ça n'empêche pas de rédiger. Donc la rédaction, là, elle serait tout à fait classique. On a un triangle rectangle en tel sommet, on peut utiliser le théorème de Pythagore qui nous permet d'écrire telle égalité, et puis ensuite de travailler sur une petite équation et de trouver que le dernier côté faut être 12. On le sait en amont, mais on ne va pas du tout dire « Ah, c'est un triplet pythagoricien, donc je balance le résultat ». Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis « Attention, ça permet eh bien, ça permet de quoi? Ça permet d'anticiper, voilà, excusez-moi, d'anticiper les résultats et de se mettre du coup en confiance. Ah, le voilà, le triangle, je le connais celui-là, ah, c'est un 3, 4, 5, ah, ils ne vont pas m'avoir, ah, t'inquiète pas. Bon, c'est ridicule ce que je suis en train de faire, mais d'être dans des situations qu'on avait anticipées et qui sont du coup rassurantes, bah, ça permet de mettre un petit peu de sérénité dans cette zone de stress que sont ces 4 heures de composition. On passe à la didactique. Alors, le nombre en petites sections, la stabilisation de la notion de quantité. Donc, jusqu'à 4 ans, il faut stabiliser le nombre 3. Le nombre 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capacité à composer, à décomposer 2 et 3. Entre 2 et 4 ans, stabiliser la connaissance de petits nombres. Jusqu'à 5, demande des activités nombreuses et variées, portant sur la décomposition et la recomposition de petites quantités, la reconnaissance et l'observation des constellations du dé, la reconnaissance et l'expression d'une quantité avec les doigts de la main. Alors j'ai le dé, j'ai les doigts de la main, j'ai le symbole. Hein, on va associer, dès la petite section, quand on va travailler sur le nombre 1 ou 2, bah, vous aurez sur des feuilles d'activité le chiffre 1 ou le chiffre 2 qui sera dessiné. Ça va permettre déjà à l'élève
de se sensibiliser à cette représentation symbolique. La correspondance terme à terme d'une collection de cardinales connues. Après 4 ans, les activités de décomposition et de recomposition s'exercent jusqu'aux quantités jusqu'à 10. Hein. Donc effectivement, quand on est en petite section, on s'arrête à 3 et en moyenne et grande section, on va jusqu'à 10. L'objectif, c'est qu'un élève, sans connaître l'addition ou la soustraction en tant que telle, eh bien, quand il arrive au CP, il doit être tout à fait à l'aise avec le fait que eh bien, 10, c'est 7 et 3, que pour obtenir 6, je peux faire 10 auquel j'enlève 4. Et finalement être sensibilisé à la composition et à la décomposition de 10 par composition additive ou soustractive. Hein. Citez 2 procédures qu'un élève de fin de petite section peut utiliser pour affirmer qu'une collection est constituée de 3 objets. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette personne? Compter, dénombrer ses doigts jusqu'à 3. OK, ou décomposer 1, puis 2, puis 3. Prendre un objet et le mettre dans un récipient, puis 2 et 3 de la même manière. Alors, je ne comprends pas en quoi ces procédures permettent de dénombrer. Compter, dénombrer ses doigts jusqu'à 3. OK, bah si je sais compter mes doigts, ça ne me fait pas compter des objets, ça. Décomposer 1, puis 2, puis 3. Alors, c'est pas décomposer, c'est compter 1, 2. Donc là, on sent que tout de suite, dès la première question, bah, cette personne en didactique, elle semble être moins à l'aise. Hein. Pourquoi? Bah, parce que le propos n'est pas clair. Hein. Alors, quelle procédure on peut utiliser? Bah, on peut dénombrer. C'est le dénombrement. Dénombrer, c'est quoi? C'est associer le pointage avec le doigt. Hein, on désigne l'objet et puis on associe ça à la comptine numérique. Premier objet 1, deuxième objet 2, troisième objet 3. Il y en a 1, 2, 3. Quand je suis arrivé au dernier objet, j'ai associé à 3. Donc en tout, le cardinal, c'est 3. On peut utiliser le subitizing, le fait que eh bien, quand on a des petites quantités, on reconnaît, le cerveau jusqu'à 4 même est capable de reconnaître les petites quantités de manière automatique. Hein. C'est aussi d'ailleurs une capacité qu'ont certains corbeaux, oui, certains oiseaux sont capables de compter leurs œufs sans les dénombrer 1, 2, 3, 4, hein, mais en étant capable de reconnaître qu'il y a 3 œufs, puisque si on en enlève un, on s'aperçoit bien que l'oiseau est perturbé et qu'il reconnaît bien qu'il manque un œuf. Hein. Ça prouve bien qu'il est capable de dénombrer. Et ça, ce dénombrement, il ne se fait pas par le comptage, il se fait du coup par une capacité qui est celle qu'on a nous aussi, c'est-à-dire que pour des toutes petites quantités, lorsque vous avez 1, 2, 3, maximum 4 objets, alors vous n'avez pas besoin de les compter, vous pouvez tout de suite déterminer le nombre d'objets. Dès que vous allez au-delà de 4, 5, eh bien là, il faut passer par le dénombrement. Proposer une activité à mettre en place en moyenne section pour travailler la décomposition du nombre 4. Alors ce nombre 4, il faut l'associer sous plusieurs formes. Donc on pourrait avoir une activité où, je ne sais pas, on a un petit oiseau, un petit éléphant. On pourrait faire ça avec des petites cartes, avec des animaux qui sont dessinés dessus. L'enfant a une feuille A4 sur laquelle est inscrit le chiffre 4. Ça lui permet d'avoir la désignation symbolique du nombre 4. Donc il écrit le chiffre 4. Et puis la maîtresse, par exemple, vient positionner une petite carte animale et vient dire combien, et pourrait proposer la question suivante, combien d'animaux dois-tu ajouter pour avoir 4 animaux en tout sur ta feuille? Et donc, c'est travailler la décomposition de 4 comme étant un animal que j'ai déjà plus 3 animaux. Oh là là, plus 3 animaux, pardon, je fatigue, plus 3 animaux que je dois ajouter pour obtenir le nombre 4. Alors, on pourrait travailler aussi par soustraction, par retranchement, en proposant, eh bien, par exemple,
de positionner 4 animaux et la maîtresse pourrait demander eh bien, combien d'animaux dois-tu enlever pour finalement il y ait autant d'animaux que sur les doigts de ma main. Alors l'élève, là, ça peut lui faire travailler pas mal de compétences différentes, peut-être même un peu trop en même temps, c'est-à-dire qu'il doit comprendre le verbal, le nombre 4 à l'oral, hein, donc le verbal. Il doit associer le fait il a 4 ici, et il doit en avoir plus que le même nombre que le nombre de doigts, donc associer que ça, c'est la représentation analogique de un animal, et que du coup, pour aller de 4 animaux à un animal, il faut en enlever 3. Voilà une activité qu'on pourrait envisager. Un enseignant de grande section décide d'utiliser avec ses élèves des dés qui ont les faces suivantes. Quel est l'intérêt? Clairement, l'intérêt, c'est quoi? C'est de ne pas avoir des dés comme d'habitude, hein? Donc de ne pas être dans une reconnaissance automatique, hein, puisque la constellation des dés, quand on est en grande section, on la connaît, on les connaît, et on sait, sans avoir à dénombrer les 5 points, s'ils sont positionnés de telle ou telle manière, qui correspondent à 5. On a cette connaissance par cœur de la constellation des dés. Reconnaissance, ça nous est dit, la reconnaissance de la constellation du dé. Et là, on ne travaille pas sur cette reconnaissance. Et donc, on forcerait, avec un tel dé, on forcerait l'élève à travailler sur plutôt le dénombrement, hein, et puis à travailler, pourquoi pas, par dénombrement pour des quantités comme 4, 5 ou 6, par subitizing pour 1, 2, 3, par décomposition. Peut-être qu'au lieu de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, il va faire il y a 2 paquets de 3. 2 paquets de 3, ça fait 6. Hein, c'est une décomposition possible de 6, c'est 3 plus 3. Voilà, ça permet de travailler en dehors de la reconnaissance classique du dé. Je parle beaucoup, mais je ne regarde pas beaucoup la copie de cette candidate qui nous dit qu'à partir d'un album ou d'une comptine, reprendre le chiffre 4 régulièrement, puis représenter 4 objets pour les déplacer par 4. On pourrait fabriquer 4 renards, 4 lapins, 4 poules. Il faudrait que les enfants rangent les mêmes ensembles dans le bon terrier. Alors, déjà, l'activité, là, il ne faut pas hésiter à détailler les choses, hein, parce que là, on ne comprend pas vraiment. Je pense qu'il y a plusieurs activités. C'est donc utiliser régulièrement 4 objets, et puis ensuite, donc le chiffre 4 soit présent souvent dans des albums ou des comptines, oui, ça ne permet pas de le travailler en tant que tel, hein. Et puis ranger 4 poules ou 4 lapins dans une boîte qui soit un terrier, ça permet de comprendre qu'on a reconnu les lapins. En fait, on reconnaît plus les lapins qu'on reconnaît le nombre 4. Donc je mets tous les lapins dans son terrier, je mets toutes les poules dans le terrier, je mets tous les renards dans le terrier. Donc finalement, là, la compétence, c'est plus de reconnaître l'animal que de reconnaître le cardinal de l'ensemble des animaux d'une même famille. L'intérêt, du coup, de travailler sur ces dés, il est visuel. Certes, il permet à l'élève de plus facilement dénombrer le 1, plus facilement dénombrer. Ah bon, pourquoi plus facilement? Donc là, faire très attention à ces termes-là de facilement, plus facile, plus difficile. Si vous les utilisez, il faut tout de suite qu'ils soient justifiés. Le 1 est toujours placé au même endroit, puis on rajoute les unités au fur et à mesure. Oui, je crois que je comprends l'idée qui est derrière. C'est qu'on a effectivement toujours ce point-là qui est au même en haut à gauche, d'accord. Bon, on voit que la réponse, elle est à côté de la plaque, hein. Donc là, sur la troisième partie, cette candidate, on voit que la didactique, c'est vraiment ce qui a l'air de pêcher pour elle. Et que les réponses, elles sont à la fois très vagues, et puis qu'elles sont souvent hors sujet, hein. Donc là, elle n'a pas dû obtenir, ou à moins peut-être un demi-point sur cette première question, si le correcteur est vraiment très, très, très bien disposé, hein.
Deuxième partie, eh bien, c'est quoi? C'est du calcul mental, donc ça, c'est un grand classique. Alors, je vais passer plus rapidement sur la situation 2 et 3, on va regarder ensemble. La situation 2, c'est du calcul mental. Calcul mental, dans les questions, sans même les lire, on va vous demander de citer les propriétés et les manières de faire du calcul mental. Les propriétés en calcul mental, eh bien, c'est d'être capable d'associer les nombres, donc travailler sur l'associativité de l'addition et de la multiplication. Donc là, ces mots-clés associativité devront être présents. De travailler sur la décomposition des nombres. Décomposition additive, dire que 10 c'est 5 plus 5, dire que 4 c'est 2 plus 2, ça c'est une décomposition additive, ou une décomposition multiplicative, et dire que 28 c'est 4 fois 7. Donc, commutativité, associativité aussi, qui est une propriété de la multiplication et de l'addition. L'associativité qui est une propriété de la multiplication et de l'addition devront être présentes. Tous les élèves de Objectif CRPE, je vous renvoie pour ces propriétés au polycopier de la remise à niveau numéro, ça doit être la 3 ou la 4, hein, où ces propriétés sont nommées, il faut savoir les utiliser. Et puis, dernière chose, c'est la distributivité de la multiplication sur l'addition. K facteur de A plus B, c'est K fois A plus K fois B. Ce qui n'est pas du tout utilisé comme ça par les élèves au primaire, évidemment, mais de manière implicite, c'est utilisé, cette propriété qui est utilisée. Si je calcule 12 fois 10, eh ben, je vais calculer, non c'est un mauvais exemple, si je calcule 12 fois 5, je vais par exemple calculer d'abord 10 fois 5, puis 2 fois 5. Donc sans revenir sur le détail, ce que va chercher le correcteur, là, ici, c'est des mots-clés. C'est tous ces mots-clés. Associativité, commutativité, distributivité de la multiplication sur l'addition ou distributivité de la multiplication sur la soustraction, décomposition additive, décomposition multiplicative. Et puis ensuite, quelques peut-être procédures, repères, à savoir connaître les multiples de 25, savoir que multiplié par 2, c'est multiplié par 4, c'est multiplié par 2 et encore par 2, que multiplié par 5, c'est multiplié par 10, c'est divisé par 2, etc. Donc, si on regarde Adrien, comment il s'y est pris? Il faut qu'on analyse la production d'Adrien. On va juste regarder le cas d'Adrien. 5 fois 68, ils disent que c'est 10 fois 68, et ensuite 680 divisé par 2. Donc, qu'est-ce que fait Adrien? Eh bien, il utilise une décomposition, hein, ou plutôt, ce n'est pas une décomposition, il va utiliser une procédure qui dit que multiplié par 5, c'est équivalent à multiplier par 10 et ensuite diviser par 2. Et donc, c'est bien ça qu'il fait, en faisant peut-être les choses de manière correcte. Hein. Multiplié par 10, ça fait 680, puis divisé par 2, ça fait bien 340. Donc, le résultat est correct. Par contre, attention, le symbole de l'égalité est faux, hein, parce que 10 fois 68, ça fait 681, et ensuite, il faudrait écrire 680 divisé par 2 est égal à 340. Sinon, on a écrit que 680 était égal à 340, et là, le sens de l'égalité, il n'est pas respecté. Donc là, ce qu'on attend, effectivement, bah, c'est d'utiliser le fait que diviser par 2, c'est équivalent à multiplier par 10. Multiplier par 5, c'est équivalent à multiplier par 10, puis diviser par 2. Dans le cas d'après, on le voit arriver gros comme une maison. Multiplier par 68, c'est d'abord multiplier par 70, et ensuite retrancher 2 fois 5. Donc c'est multiplier finalement dire que 68 fois 5, c'est 70 fois 5 moins 2 fois 5. C'est d'utiliser justement la distributivité de la multiplication sur la soustraction. Donc là, le correcteur, face à une copie, il va lire peut-être même en diagonale votre copie, il va juste être à la recherche de mots-clés. Donc ayez en tête mots-clés. Je suis sur du calcul mental, quels sont les mots-clés? Il faut même peut-être même les souligner, ces mots-clés, hein, pour faciliter la vie du correcteur. Donc n'hésitez pas à les souligner. Il a trouvé le bon résultat, il a décomposé sa multiplication en ligne en pensant que 5 était la moitié de 10. Alors, en pensant que, il faudrait sous-entendre que c'est peut-être pas correct, mais si, c'est très bien. Effectivement, 5, c'est la moitié de 10. Donc attention à la formulation de la phrase.
Ainsi, pour faciliter la multiplication, il a multiplié 68 fois 10, qui lui a donné 680, puis divisé 680 par 2, soit 340. Donc là, c'est extrêmement descriptif. Hein. Toute cette deuxième partie, là, ça ne fait que reprendre ce qui est écrit, donc c'est totalement descriptif. Plutôt dire que, qu'est-ce qu'a fait cet élève? Voilà, c'est ce que je vous ai dit précédemment, que je peux répéter, mais il a utilisé le fait que multiplier par 5, c'est multiplié par 10, puis divisé par 2, qu'il a fait ça en 2 temps, et que dans ce qu'il la retranscription, le sens de l'égalité n'est pas respecté. Attention. Voilà, on ne va pas regarder les 3 corrections, puisque là, c'est vraiment l'idée pour Éléonore, Lucie et Mathie, pour cette candidate, c'est vraiment d'avoir été extrêmement général et de ne pas avoir utilisé ces mots-clés. Donc là, attention, c'est vraiment ces mots-clés qui sont attendus. De la même manière, quand on lui demande quelle procédure on peut attendre d'un élève, 3 démarches, 3 procédures d'un élève qui calculerait 25 fois 28, il faut connaître la multiplication et la soustraction. Ouais. Parce que 25 fois 30, c'est 750. Donc là, peut-être exprimer comment on calcule 25 fois 30. Ensuite, 750 moins 50, entre parenthèses, 2 fois 25, c'est 700. Je ne comprends pas ce que ça veut dire que ça. Donc là, on voit que pour cette candidate, il y a beaucoup de confusion et que l'explication de ce calcul, c'est connaître la multiplication, connaître la soustraction, connaître la décomposition d'un chiffre, ce qui ne veut rien dire. Hein, c'est la décomposition d'un nombre. Un chiffre sur S, c'est juste un symbole qui permet d'écrire des nombres. Donc c'est la décomposition qui doit être additive ou soustractive. Donc là, c'est encore une fois très imprécis. Connaître ces tables de multiplication, pouvoir ajouter pouvoir les ajuster en multipliant par 100. Je ne comprends pas le sens de cette dernière phrase. Donc là, ce qui se ressent très fortement, c'est la gestion du temps. Là, cet élève, elle a été prise par le temps à la fin, et clairement, on sent une fin un petit peu à la fois limitée par les connaissances, ou clairement très limitée par les connaissances didactiques, et puis limitée aussi par la méthode de l'analyse. Donc là, il y a 2 choses à travailler pour cet élève, à la fois les connaissances didactiques, comment on fait du calcul mental, qu'est-ce que c'est que le calcul mental, quelle méthode on utilise, et sur comment on analyse un document et qu'est-ce qu'on fait apparaître, des mots-clés, plutôt que des descriptions générales. En français, pareil, vous ferez une analyse de texte, c'est pas une paraphrase d'un texte, c'est exactement le même principe lors de l'analyse de production d'élèves. Troisième situation qu'on peut regarder rapidement, c'est l'exercice hyper classique du puzzle. Hyper classique, alors c'est facile de dire pour moi, de dire qu'il est classique, il n'est sûrement pas classique pour vous, mais c'est un exercice qu'on retrouve partout, à la fois dans ce concours du CRPE, mais aussi dans beaucoup de manuels de 6e ou de CM2, dans beaucoup de concours, lorsque je crois que j'ai passé le CAPES, le candidat qui était avant moi était tombé sur cette situation et il devait exprimer ce que c'était que, évidemment, la proportionnalité à travers cette activité et comment il pouvait la mettre en place au collège, puisque là, c'est bien la proportionnalité qu'on nous fait travailler. Donc, quel champ mathématique cette situation vous fait-elle travailler? Évidemment, c'est bien la proportionnalité. On va agrandir ce puzzle et la difficulté, c'est bien, on nous dit que le segment de 4 cm devra mesurer 6 cm. Donc, qu'est-ce qui permet de faire passer de 4 à 6? C'est une addition par 2, c'est d'additionner 2, mais évidemment que ce n'est pas là-dessus qu'on va devoir se baser, c'est de quelle est l'opération de multiplication, puisqu'on est dans la proportionnalité, donc par combien je dois multiplier 4 pour obtenir 6, et c'est bien ce facteur de proportionnalité, ce facteur d'agrandissement qui est aussi un coefficient de proportionnalité qu'on va devoir utiliser, que les élèves devront utiliser dans cette activité. Donc là, encore une fois, on est quoi dans le champ mathématique? Proportionnalité, grandeur et mesure, puisque là, on est en train de travailler avec des longueurs en centimètres, avec des longueurs et la reproduction d'une figure géométrique, un carré décomposé sous forme d'un puzzle.
On devra donc être dans ces deux champs, à la fois grandeur et mesure et à la fois proportionnalité. Tilt, proportionnalité, qu'est-ce que va attendre le correcteur? Eh bien, évidemment, des mots-clés, des mots-clés, des mots-clés encore. Proportionnalité, il va falloir citer coefficient de proportionnalité, il va falloir citer linéarité additive, linéarité multiplicative de la proportionnalité. Encore une fois, pour les élèves de la formation, on en a pas mal parlé avec Sylvain, hein, à la fois dans les remises à niveau, à la fois dans le live de didactique sur la proportionnalité. Quand vous travaillez, quand vous tombez sur une activité de proportionnalité, le correcteur, lui, ce qu'il veut, c'est les mots-clés. Donc, regardez, hein, dans la mesure du possible, indiquer les procédures utilisées pour déterminer chacune des valeurs trouvées par le groupe 4. Eh ben, dans les procédures utilisées, il va falloir citer ces mots-clés. Ils devront être présents. À quel moment ils utilisent la linéarité multiplicative, la linéarité additive, si c'est le cas, hein, évidemment. À quel moment ils utilisent le coefficient de proportionnalité. Donc, si on regarde la copie de l'élève, bien, cette situation permet de travailler la proportionnalité. Oui, peut-être on attend une petite justification ici. Et puis, vous pouvez, si on lit, on voit encore une fois que malheureusement, tout ça est très descriptif, hein, puisque lorsqu'il s'agit d'analyser la première affiche, qu'est-ce qu'ils ont fait les élèves? Ah bah, ils ont fait du plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3. Donc ils ont pas du tout compris que c'était une situation de proportionnalité. Pourtant, on peut noter, ils sont mignons. Ils ont fait dans un tableau. Hein, vous voyez bien là le contrat professeur-élève que le groupe d'élèves essaye de remplir, parce qu'ils ont bien en mémoire que dans des situations de proportionnalité, c'est des histoires avec des tableaux, hein. Il y a toujours des tableaux à faire. Hein, on parle toujours d'un tableau de proportionnalité, on met la première grandeur, la deuxième grandeur, et puis il y a un lien entre la première et la deuxième. Donc, dans le contrat, il y a le contrat tableau, donc ils vont vous dire, bah voilà, on a bien fait ça, comme on a l'habitude de le faire, donc dans un tableau. Seulement, ils n'ont pas compris que la proportionnalité, c'était une notion de multiplication, hein, c'était une notion de fonction affine, de multiplication par un réel qui était toujours le même, et non pas d'addition par un réel qui était toujours le même. Alors on voit qu'ils ont essayé de tenter de respecter quand même des dimensions, puisque finalement, à chaque fois, on ajoute bien 3 et 3, 6, 2 plus 2 plus 2, 6, 2 plus 2 plus 2, 6, et là 3 et 3, 6. Donc finalement, ils ont ajouté bien 6 de chaque côté, mais ils ne sont pas intéressés aux dimensions intérieures. Bon, voilà une proportionnalité qui n'est pas maîtrisée. Ce que nous dit la candidate, c'est qu'ils n'ont pas appliqué la proportionnalité, même s'ils évoquent un tableau. Donc là, c'est dans la tête de la candidate, il y a aussi ce lien, en fait, tableau et proportionnalité. Hein, il faudrait plutôt analyser ça. Justement, peut-être le contrat élève-professeur. Ils ont rajouté 6 cm de tous les côtés sans se soucier des mesures intérieures et de la proportionnalité entre elles. Je ne suis pas sûr que la fin de la phrase soit... Et de la proportionnalité entre les différentes grandeurs. Oui, bon, ok. Voilà, donc encore une fois, on est dans quelque chose de très général. Alors, si on revient maintenant sur la copie dans son ensemble, plus on avance, moins c'est bien. Si j'ai ce type de copie, quels sont les conseils, les 2-3 conseils que je peux donner? Clairement, ça c'est une candidate qui a pas mal bossé les maths, mais pas du tout suffisamment la didactique. En didactique, il y a des connaissances, une méthodologie. Comment on s'y prend? Eh bien, il faut associer à un thème, la proportionnalité, le calcul mental ici, du cours. Et ça se trouve à la fois, je parle pour les élèves de l'UTF RPE, dans des notions de mathématiques, hein, que vous avez pu voir dans les remises à niveau ou dans les lives avec moi, mais aussi dans des notions de mise en place de procédures didactiques. Et ça, c'est plutôt avec Sylvain que vous avez vu ça. Comment ça se met en place en classe et comment ça s'incarne dans des procédures élèves.
il faut donc avoir cette volonté d'aller à l'essentiel, hein, et c'est souvent le problème en didactique. C'est aller à l'essentiel, c'est être synthétique, le moins descriptif possible, en utilisant tout de même bien, un vocabulaire adéquat. Et là, l'élève qui est là, eh bien, clairement, il y a du boulot sur la didactique, peut-être beaucoup moins sur les parties mathématiques, qui étaient mieux comprises, en tout cas, dans cette première partie.